Bienvenue dans ce voyage à travers l'histoire d'un groupe qui a marqué une génération entière. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par cette histoire fascinante de Nirvana, un groupe né dans les brumes du Pacifique nord-ouest américain, sous les pluies persistantes de l'État de Washington. Tu n'as rien d'autre à faire qu'écouter et te laisser guider à travers cette épopée musicale extraordinaire. Nirvana, c'est bien plus qu'un simple groupe de rock. C'est une histoire d'amitié, de passion pour la musique, de rébellion tranquille et aussi de fragilité humaine. C'est l'histoire de 3 personnes qui se sont rencontrées dans une petite ville pluvieuse, qui ont créé quelque chose d'authentique et de puissant, quelque chose qui résonne encore aujourd'hui, des décennies après leur séparation. Nous allons voyager ensemble à travers leur parcours, depuis les premiers accords joués dans un garage humide jusqu'aux scènes les plus prestigieuses du monde entier. Prends une grande respiration. Inspire lentement, expire encore plus lentement. Laisse tes épaules s'affaisser, détends ta mâchoire. Sens ton corps devenir de plus en plus lourd, de plus en plus confortable là où tu te trouves. Cette histoire se déploie comme un voile de brume sur l'océan Pacifique. Nous commençons notre voyage dans les années 80 à Aberdeen, une petite ville industrielle de l'État de Washington, coincée entre les forêts de conifères et l'océan. C'est là que tout a commencé, dans ce décor gris et pluvieux, loin des lumières éblouissantes de Los Angeles ou de New York. Aberdeen n'était pas un endroit glamour, c'était une ville ouvrière en déclin, où les scieries fermaient les unes après les autres, où l'avenir semblait incertain pour beaucoup de jeunes. Mais c'est précisément dans ce contexte, dans cette atmosphère mélancolique et brumeuse, que quelque chose d'extraordinaire allait germer. Prends une autre respiration profonde. Sens l'air frais et humide d'Aberdeen entrer dans tes poumons, comme si tu te promenais toi-même dans ces rues tranquilles sous une pluie fine. Imagine les gouttes qui tombent sur les toits, le bruit régulier et apaisant de l'eau qui ruisselle, le ciel gris pâle qui s'étend à perte de vue. C'est dans ce décor que notre histoire prend racine. C'est dans ce terreau humide et fertile que la musique de Nirvana va commencer à pousser, lentement, patiemment, comme une plante sauvage qui trouve son chemin à travers les fissures du béton. Ce voyage que nous entreprenons ensemble n'est pas une simple chronologie de dates et d'événements. C'est une exploration en profondeur de ce qui fait que la musique touche nos cœurs, de ce qui rend certaines mélodies inoubliables, de ce qui fait qu'un groupe peut devenir bien plus qu'un simple phénomène commercial. Nirvana a capturé quelque chose d'essentiel, quelque chose de brut et d'honnête, une émotion pure qui continue de résonner chez ceux qui découvrent leur musique aujourd'hui, même s'ils n'ont pas vécu les années 90. Détends-toi complètement. Laisse ton esprit vagabonder librement pendant que je te guide à travers cette histoire. Tu es exactement là où tu dois être, et cette histoire est là pour t'accompagner. Commençons donc au commencement, dans les brumes d'Aberdeen, là où un jeune garçon nommé Kurt Donald Cobain est né le 20 février 1967. Ferme les yeux et imagine cette ville côtière, ses maisons en bois, ses rues bordées d'arbres immenses, l'odeur du bois fraîchement coupé qui flotte dans l'air. Kurt Cobain est né dans une famille ordinaire d'Aberdeen. Son père travaillait comme mécanicien automobile, sa mère était serveuse. C'était une enfance américaine classique, du moins au début, avec des dimanches en famille, des jeux dans le jardin, des rires d'enfants. Mais la vie de Kurt allait connaître un bouleversement majeur lorsqu'il avait 9 ans, quand ses parents ont divorcé. Ce divorce a profondément marqué le jeune garçon, créant en lui une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Il s'est senti déchiré, perdu, comme une barque sans amarre sur un océan agité. Respire et imagine la pluie qui tombe sur Aberdeen, cette pluie constante qui caractérise le Pacifique Nord-Ouest. Kurt marchait souvent sous cette pluie, ses cheveux blonds collés sur son front, ses mains enfoncées dans les poches de son jean usé. Il était un enfant sensible, créatif, qui dessinait sans cesse et qui avait découvert très tôt la musique comme refuge. Quand le monde extérieur devenait trop difficile, trop douloureux, Kurt se réfugiait dans sa chambre avec ses disques et sa petite guitare. C'était son sanctuaire, son havre de paix.
Les premiers vinyles que Kurt a découverts venaient de la collection de sa tante, une passionnée de musique qui lui a fait découvrir les Beatles. Imagine ce jeune garçon, assis en tailleur sur le sol de sa chambre, écoutant pour la première fois les harmonies parfaites de John Lennon et Paul McCartney. Quelque chose s'est allumé en lui à ce moment-là, une étincelle qui ne s'éteindrait jamais. Les Beatles lui ont montré que la musique pouvait être à la fois mélodieuse et puissante, simple et profonde. Plus tard, Kurt découvrirait aussi le punk rock, cette musique brute et énergique qui exprimait la colère et la frustration d'une génération. Mais les Beatles resteraient toujours une influence fondamentale, un point d'ancrage dans sa création musicale. À l'adolescence, Kurt a commencé à se sentir de plus en plus décalé par rapport aux autres jeunes de son âge à Aberdeen. Il n'aimait pas le football américain, ne s'intéressait pas aux activités typiques des garçons de son école. Il préférait dessiner, écouter de la musique étrange, rêver à un monde différent. Cette différence l'isolait, mais elle façonnait aussi son identité d'artiste. Il se sentait comme un étranger dans sa propre ville, un sentiment qui transparaîtrait plus tard dans les paroles de ses chansons. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré Krist Novoselic, un garçon plus âgé que lui de quelques années. Krist était grand, mince, avec une démarche nonchalante et un sourire facile. Sa famille avait immigré de Croatie, apportant avec elle une culture différente, une autre perspective sur le monde. Krist partageait la passion de Kurt pour la musique alternative. Ils ont découvert qu'ils aimaient tous les deux des groupes comme les Melvins, un groupe de métal sludge local qui jouait une musique lourde et hypnotique, et d'autres formations punk qui défrayaient la chronique dans les circuits underground. Respire lentement et imagine ces deux adolescents assis dans une chambre, entourés de posters de groupe, échangeant des cassettes, parlant pendant des heures de musique, de leurs rêves, de leur envie de créer quelque chose d'authentique. C'était une amitié simple et sincère, fondée sur une passion commune. Ils n'avaient pas d'ambition démesurée au départ, juste l'envie de jouer ensemble, de faire du bruit, d'exprimer ce qu'ils ressentaient au fond d'eux. Vers 1986, Kurt et Krist ont commencé à jouer sérieusement ensemble. Ils ont essayé plusieurs batteurs, organisé des répétitions dans des garages humides, testé différents noms pour leur groupe. Certains de ces noms étaient volontairement provocants ou absurdes, comme Steve Woodies ou Skid Row. C'était une période d'expérimentation, de tâtonnement, où ils cherchaient leur son, leur identité. Ils jouaient fort, brutalement, avec une énergie brute qui faisait vibrer les murs. La musique était leur exutoire, leur façon de crier au monde qu'ils existaient. Laisse ton corps se détendre encore plus profondément. Sens comme tes muscles se relâchent un à un, comme si une vague de calme te traversait de la tête aux pieds. En 1987, Kurt et Krist ont finalement choisi le nom Nirvana. Ce choix était délibérément à contre-courant des noms agressifs et violents que portaient beaucoup de groupes punk de l'époque. Nirvana signifie un état de paix parfaite, d'illumination, de libération de la souffrance dans les traditions bouddhistes et hindouistes. Kurt aimait l'idée d'un nom qui sonnait beau, presque apaisant, en contraste total avec la musique explosive qu'il créait. C'était aussi une forme d'humour, une façon de jouer avec les contradictions. Le premier batteur de Nirvana était Aaron Burkhardt, un ami local qui partageait leur amour pour la musique forte. Avec cette formation, ils ont donné leur tout premier concert au printemps 1987, lors d'une fête dans une maison à Raymond, une petite ville près d'Aberdeen. Imagine cette scène, une maison pleine de jeunes, des bières à la main, attendant peut-être des reprises de chansons populaires. Mais Nirvana n'a joué que ses propres compositions, des morceaux bruts et chaotiques que personne ne connaissait. Certains invités ont été déroutés, voire hostiles, mais Kurt, Krist et Aaron s'en fichaient. Ils jouaient pour eux-mêmes avant tout, pour l'amour pur de la musique. Cette authenticité, cette indifférence au jugement des autres, allait devenir une caractéristique fondamentale de Nirvana. Ils ne cherchaient pas à plaire, ils cherchaient à être vrais. Et cette vérité et cette honnêteté brute allaient finir par toucher des millions de personnes à travers le monde. Mais nous n'en sommes pas encore là dans notre histoire. Pour l'instant, ce ne sont que 3 jeunes hommes dans une ville pluvieuse, jouant dans des garages et des fêtes de quartier,
rêvant peut-être d'un avenir meilleur mais sans vraiment y croire. Prends une autre respiration profonde. Sens le poids de tes paupières. Il n'est pas nécessaire de lutter. Au contraire, accueille ce sentiment de calme. En janvier 1988, Nirvana a franchi une étape importante. Ils sont entrés dans un petit studio d'enregistrement de Seattle pour réaliser leur première démo, une cassette de 10 chansons qui allait changer leur destin. Le producteur s'appelait Jack Endino, un personnage central de la scène musicale underground de Seattle. Jack travaillait dans un studio appelé Reciprocal Recording, un endroit modeste mais magique où tant de groupes de la scène grunge allaient enregistrer leurs premiers morceaux. Pour cette session d'enregistrement, Aaron Burkhardt n'était pas disponible. Alors Kurt et Chris ont fait appel à Dale Crover, le batteur des Melvins, un groupe qu'ils admiraient profondément. Dale a apporté une puissance et une précision remarquables à ses premiers enregistrements. Imagine l'atmosphère de ce studio, les murs couverts de mousse acoustique, l'odeur du café froid et des cigarettes, les 3 musiciens concentrés, jouant encore et encore jusqu'à obtenir la prise parfaite. Cette démo a impressionné Jack Endino au point qu'il en a donné une copie à Jonathan Poneman, cofondateur d'un jeune label indépendant de Seattle appelé Sub Pop Records. Sub Pop était en train de devenir le label phare de ce qu'on allait bientôt appeler le grunge, cette musique qui mélangeait l'énergie du punk avec la lourdeur du métal et une sensibilité mélancolique toute particulière. Jonathan a écouté la cassette et a immédiatement voulu travailler avec Nirvana. Il leur a proposé d'enregistrer un single pour son label. Ce premier single est sorti en novembre 1988. C'était une reprise d'une chanson des années 60, Love Buzz, un morceau psychédélique du groupe néerlandais Shocking Blue. Nirvana l'a transformé en quelque chose de plus lourd, de plus brut, tout en gardant cette mélodie entêtante qui reste dans la tête. Sur la face B du single, il y avait Big Cheese, une composition originale de Kurt. Ce single a été pressé en édition limitée, seulement quelques milliers d'exemplaires, et il n'a pas fait de vague commerciale. Mais dans le petit monde de l'indie rock américain, des gens commençaient à parler de Nirvana. Respire calmement, laisse l'air entrer et sortir de tes poumons naturellement, sans forcer. Imagine ces disques vinyles tournant lentement sur des platines, dans des chambres d'étudiants, dans des boutiques de disques indépendantes, diffusant ces premières chansons de Nirvana à un public encore confidentiel mais passionné. À cette époque, Nirvana changeait fréquemment de batteur. Aaron Burkhardt a quitté le groupe, remplacé brièvement par Dave Foster, puis par Chad Channing, qui est devenu le batteur stable vers la fin de 1988. Chad était un musicien solide, avec un style direct et puissant qui convenait bien à la musique que Nirvana créait alors. En janvier 1989, Nirvana est retourné travailler avec Jack Endino pour enregistrer son premier album complet qui s'appellerait Bleach. L'enregistrement a eu lieu dans le même studio modeste, Reciprocal Recording, et le budget était ridiculement bas, seulement $606 et 1700. Cette somme dérisoire pour un album entier a été payée par Jason Everman, un ami du groupe qui a brièvement joué comme second guitariste. Par reconnaissance, Kurt et Chris ont crédité Jason sur l'album, même s'ils n'avaient pas participé aux enregistrements. C'était un geste d'amitié, typique de l'esprit communautaire qui régnait dans la scène musicale de Seattle à cette époque. Bleach est sorti en juin 1989 sur Sub Pop. C'était un album sombre, lourd, influencé par Black Sabbath et par le son brut du punk. La voix de Kurt était rauque, presque indéchiffrable par moments, noyée dans un mur de guitare distordue et de batterie martiale. C'était une musique qui ne faisait pas de concessions, qui n'essayait pas de séduire les radios commerciales. Et pourtant, au milieu de toute cette noirceur, il y avait une chanson qui se distinguait par sa mélodie accrocheuse et presque pop, About a Girl. About a Girl est une chanson fascinante dans le contexte de Bleach. Kurt l'a écrite après avoir passé une journée entière à écouter en boucle un album des Beatles, Meet the Beatles. Il voulait créer quelque chose de mélodieux, de simple, qui capturerait la magie des chansons pop parfaites tout en restant authentique. Le résultat est une petite merveille de 3 minutes,
avec des accords simples mais efficaces. Une mélodie que tu peux fredonner après une seule écoute. Cette chanson montrait déjà que Kurt avait un don naturel pour l'écriture de mélodies, un talent qui allait pleinement s'épanouir sur les albums suivants. Laisse tes pensées vagabonder, ne t'accroche à rien de précis. Tu peux visualiser ces images, ces scènes, ou simplement laisser les mots résonner en toi comme une musique. Au moment de sa sortie, Bleach n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis. Il s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires seulement, principalement à des fans de la scène underground. Mais en Grande-Bretagne, quelque chose d'intéressant s'est produit. Le magazine musical NME, très influent à l'époque, a publié une critique enthousiaste de l'album. Le journaliste encourageait les lecteurs britanniques à découvrir Nirvana, à délaisser le métal commercial ennuyeux et à soutenir ces jeunes rebelles de Seattle. Cette reconnaissance venue d'outre-Atlantique a aidé à construire la réputation du groupe, même si la célébrité était encore loin. Pour promouvoir Bleach, Nirvana s'est lancé dans des tournées épuisantes. À l'été 1989, ils ont sillonné les États-Unis dans un van délabré, jouant dans de petits clubs souvent à moitié vides, dormant chez des amis ou dans leur véhicule. Puis, à la fin de l'année, ils sont partis pour une tournée européenne de 6 semaines avec un autre groupe de sub-pop, TAD. C'était une tournée difficile, marquée par le manque d'argent, la fatigue, parfois les tensions entre les membres du groupe. Mais c'était aussi une période formatrice, où Nirvana a affiné sa présence scénique explosive. Les concerts de Nirvana à cette époque étaient intenses, souvent chaotiques. Kurt avait pris l'habitude de détruire sa guitare sur scène, un acte de catharsis pur qui fascinait et choquait le public. La première fois qu'il a fracassé son instrument remonte au 30 octobre 1988 lors d'un concert. Ce geste destructeur deviendrait une de ses signatures, une expression physique de la rage et de la frustration qu'il ressentait. Après les morceaux, le sol était jonché de débris de guitare, de câbles arrachés, d'amplis renversés. C'était le chaos, mais un chaos créatif, libérateur. Respire profondément et imagine cette énergie brute sur scène, mais transforme-la en calme dans ton corps. En 1990, après le départ de Chad Channing au printemps, Nirvana a cherché un nouveau batteur. Plusieurs musiciens ont assuré l'intérim lors de concerts, dont Dale Crover à nouveau et Dan Peters de Modoni. Mais en septembre de cette année-là, quelqu'un de spécial a rejoint le groupe. Quelqu'un qui allait transformer complètement le son de Nirvana et devenir un membre essentiel de la formation définitive. Dave Grohl était un jeune batteur de 21 ans qui venait de Washington DC, où il avait joué dans un groupe punk appelé Scream. Quand Scream s'est séparé, Dave s'est retrouvé sans groupe, cherchant un nouveau projet. Par un réseau d'amis communs dans la scène punk, il a entendu parler de Nirvana et a passé une audition. Dès les premières minutes, Kurt et Chris ont su qu'ils avaient trouvé leur batteur. Dave jouait avec une puissance incroyable, une précision parfaite, et il apportait aussi des harmonies vocales qui enrichissaient le son du groupe. C'était comme si la dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Avec Dave Grohl derrière les fûts, Nirvana est devenu complet. Le trio formait désormais une unité musicale redoutable, avec Kurt à la guitare et O au chant, Chris à la basse et Dave à la batterie. Leur alchimie était évidente, leur son était plus serré, plus puissant que jamais. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose de spécial entre les mains. À la fin de 1990, Nirvana avait dépassé Sub Pop. Le petit label indépendant avait été crucial pour leur début, mais le groupe avait maintenant des ambitions plus grandes. Plusieurs maisons de disques majeures avaient remarqué le buzz autour de Nirvana et voulaient les signer. C'était une décision difficile. Kurt et Chris étaient fiers de leur éthique punk, de leur indépendance. Signer avec une major, c'était prendre le risque d'être accusés de se vendre, de trahir leurs idéaux. Mais ils ont finalement choisi de signer avec DGC Records, une filiale de Geffen, au début de 1991. Leur raisonnement était pragmatique. Sans renier leurs valeurs, ils voulaient simplement que leur musique touche un public plus large. Ils voulaient avoir les moyens de production et de distribution
qui leur permettrait de créer l'album qu'ils avaient en tête. Et ils étaient déterminés à ne pas compromettre leur intégrité artistique dans le processus. Respire lentement. Sens comme l'air circule dans ton corps, apportant le calme et la détente. Au printemps 1991, Nirvana est entré en studio à Los Angeles pour enregistrer son deuxième album. Le producteur choisi s'appelait Butch Vig, un musicien et ingénieur du son qui avait travaillé avec plusieurs groupes alternatifs. Butch comprenait ce que Nirvana voulait accomplir. Il voulait capturer l'énergie brute du groupe tout en rendant le son plus accessible, plus poli sans perdre l'authenticité. Les sessions d'enregistrement se sont déroulées en mai et juin. C'était la première fois que Dave Grohl enregistrait avec Nirvana, et la différence était immédiatement audible. Sa batterie donnait au groupe une fondation solide, une puissance nouvelle. Butch Vig a travaillé avec Kurt pour affiner les arrangements, pour superposer les voix, pour trouver le bon équilibre entre le chaos et la mélodie. Kurt était parfois réticent aux suggestions de production. Il craignait que l'album devienne trop propre, trop commercial. Mais Butch savait comment le convaincre, comment préserver l'âme des chansons tout en les rendant plus percutantes. L'album s'appellerait Nevermind. Et parmi toutes les chansons enregistrées, il y en avait une qui allait changer le cours de l'histoire de la musique rock. Cette chanson s'appelait Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit n'était pas initialement considéré comme le single principal. Kurt lui-même ne savait pas vraiment ce qu'il avait créé. La chanson combinait des accords simples, un riff entêtant et cette dynamique typique de Nirvana, des couplets calmes et presque murmurés suivis d'un refrain explosif où Kurt hurlait avec toute son énergie. Les paroles étaient cryptiques, presque absurdes, un collage de pensées et d'images qui ne formait pas vraiment un récit cohérent. Mais c'était précisément cette ambiguïté qui rendait la chanson fascinante. Chacun pouvait y projeter ses propres émotions, ses propres frustrations. La vidéo de Smells Like Teen Spirit a été tournée dans un gymnase de lycée avec des figurants habillés comme des étudiants anarchistes. Il y avait une pom-pom girl gothique, des gens qui sautaient dans tous les sens, une atmosphère de chaos contrôlé. La vidéo capturait parfaitement l'esprit de rébellion joyeuse de la chanson. Quand elle a commencé à passer en boucle sur MTV en septembre 1991, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Laisse ton esprit flotter librement, comme un ballon qui s'élève dans le ciel. Tu n'as besoin de te concentrer sur rien de précis. Les jeunes de toute l'Amérique, et bientôt du monde entier, ont immédiatement connecté avec Smells Like Teen Spirit. La chanson est devenue un hymne instantané, l'expression d'une frustration générationnelle que personne n'avait su mettre en mots auparavant. Les adolescents des années 90 se sentaient incompris, désabusés, coincés entre les idéaux utopiques des années 60 et la superficialité consumériste des années 80. Nirvana leur donnait une voix, une bande-son pour leur malaise existentiel. Les ventes de Nevermind ont explosé. L'album, qui devait initialement être distribué modestement à environ 46 000 exemplaires, s'est retrouvé en rupture de stock partout. Les disquaires ne pouvaient pas réapprovisionner assez vite. Les radios qui ne jouaient habituellement que du pop commercial ont commencé à passer Teen Spirit. C'était un phénomène culturel, un raz-de-marée inattendu. En janvier 1992, seulement 3 mois après sa sortie, Nevermind a atteint la première place du classement Billboard américain. Ce jour-là, il a détrôné l'album de Michael Jackson, Dangerous, un album d'une des plus grandes stars pop de tous les temps. Ce moment symbolique a été perçu par beaucoup comme un changement de garde culturelle. Les années 80, avec leur glam metal et leur pop clinquante, étaient officiellement terminées. Les années 90, avec leur rock alternatif et leur attitude plus authentique, venaient de commencer. Nevermind a fini par se vendre à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier. C'était un chiffre astronomique pour un album qui avait été enregistré avec des moyens relativement modestes, un album qui ne cherchait pas consciemment le succès commercial mais qui l'avait trouvé malgré tout. Respire, sens comme ton corps devient de plus en plus détendu. Chaque muscle se relâche,
chaque tension disparaît. Au-delà du succès commercial, Nevermind a été acclamé par la critique. Les journalistes musicaux du monde entier ont salué la créativité de Kurt, la puissance du groupe, l'originalité de leur son. L'album contenait plusieurs autres chansons qui sont devenues des tubes, comme As You Are avec son riff hypnotique et aquatique, Lithium avec ses changements de dynamique cathartique, In Bloom avec son refrain sarcastique. Chaque chanson avait sa propre personnalité, sa propre émotion. Comme As You Are, le deuxième single était une invitation à l'acceptation de soi. Le titre lui-même, Viens comme tu es, était un message d'inclusivité, une déclaration que tout le monde était le bienvenu dans le monde de Nirvana, peu importe son apparence, ses préférences, ses différences. C'était une chanson mélancolique, avec cette guitare tremblante qui évoquait l'eau qui coule. Lithium racontait l'histoire de quelqu'un qui oscillait entre la joie extrême et la dépression profonde, cherchant le réconfort dans la religion mais sans vraiment y croire. La chanson avait un humour noir, une façon de traiter des sujets sérieux avec une touche d'ironie. Le refrain « Yeah, yeah » était à la fois triomphant et désespéré, une expression parfaite de l'ambivalence émotionnelle. In Bloom était peut-être la chanson la plus ironique de l'album. Elle parlait des gens qui chantaient les paroles sans comprendre leur signification, des fans superficiels qui aimaient la musique de Nirvana pour les mauvaises raisons. Kurt se moquait de ceux qui se contentaient de la surface sans chercher à comprendre la profondeur. Mais il le faisait avec une mélodie tellement accrocheuse que même ces personnes pouvaient l'apprécier. C'était du génie, vraiment. Laisse ton esprit s'enfoncer dans un état de tranquillité totale. Il n'y a rien d'urgent, rien qui nécessite ton attention immédiate. Une autre chanson de Nevermind mérite une attention particulière, Polly. C'était une chanson acoustique, beaucoup plus calme que le reste de l'album, mais peut-être la plus dérangeante. Kurt l'avait écrite après avoir lu un article de journal sur un crime horrible, l'enlèvement et l'agression d'une jeune fille de 14 ans en 1987. La chanson était racontée du point de vue du criminel, ce qui la rendait extrêmement troublante. Mais l'intention de Kurt n'était pas de glorifier la violence, bien au contraire. Il voulait condamner cet acte et rendre hommage au courage de la victime qui avait réussi à s'échapper. Des années plus tard, quand deux hommes ont agressé une femme en chantant Polly, Kurt a été horrifié et furieux. Il a utilisé les notes de pochette d'une compilation pour écrire un message sans équivoque, traitant ces criminels de déchets humains. Pour lui, il était évident que la chanson était un cri contre la violence, pas une célébration. Cette clarification montrait à quel point Kurt prenait au sérieux la responsabilité de ses paroles et l'impact qu'elles pouvaient avoir. Le succès soudain de Nevermind a transformé la vie de Kurt, Chris et Dave du jour au lendemain. Ils sont passés de musiciens underground, jouant dans des petits clubs, à des superstars mondiales, photographiés par les paparazzi, interviewés par tous les médias imaginables. C'était écrasant, désorientant, presque surréaliste. Kurt en particulier a eu du mal à gérer cette célébrité inattendue. Il était fondamentalement quelqu'un de timide, d'introverti, qui préférait la compagnie de quelques amis proches aux foules adoratrices. L'idée d'être considéré comme le porte-parole d'une génération le mettait mal à l'aise. Il ne voulait pas de ce rôle, il voulait juste faire de la musique. Les interviews constantes, les sollicitations, les fans qui le suivaient partout, tout cela était épuisant pour lui. Mais Kurt a aussi utilisé sa nouvelle plateforme pour défendre des causes qui lui tenaient à cœur. Il était ouvertement féministe à une époque où le rock était dominé par une culture machiste. Il soutenait les droits LGBTQ+, quand c'était encore controversé de le faire publiquement dans le monde du hard rock. Il portait des robes sur scène et dans les séances photos pour défier les normes de genre, il disait clairement qu'il ne voulait pas de racistes, de sexistes ou d'homophobes parmi ses fans. Respire profondément, sens l'air frais qui remplit tes poumons. Expire lentement, laisse sortir toutes les tensions. Ces prises de position ont parfois créé des controverses, mais elles ont aussi gagné à Nirvana une base de fans diversifiés et dévoués qui partageaient ses valeurs progressistes. Pour beaucoup de jeunes qui se sentaient marginalisés, Kurt était un héros, quelqu'un qui leur montrait qu'il était possible d'être différent et fier de l'être.
En janvier 1992, Nirvana a fait sa première apparition dans l'émission Saturday Night Live, le show de comédie le plus regardé d'Amérique. Ils ont joué Smells Like Teen Spirit et Territorial Pissings. À la fin de cette dernière chanson, ils ont complètement détruit leurs instruments sur scène, devant des millions de téléspectateurs en direct. C'était choquant pour certains, hilarant pour d'autres, mais personne ne pouvait rester indifférent. Nirvana montrait qu'ils n'avaient pas changé malgré la célébrité, qu'ils restaient fidèles à leur esprit punk rebelle. En septembre 1992, lors des MTV Video Music Awards, une des cérémonies les plus regardées de l'industrie musicale, Nirvana devait jouer Lithium. Mais avant de commencer la chanson, Kurt a malicieusement gratté les premiers accords de Rape Me, une chanson controversée qui n'était pas encore sortie et que MTV avait expressément interdit de jouer. C'était une provocation, un pied de nez au censeur. Puis il a rapidement enchaîné avec Lithium comme prévu. Pendant cette performance, Christ a lancé sa basse en l'air de manière spectaculaire, mais l'instrument est retombé sur sa tête, l'assommant presque. C'était un moment de télévision inoubliable, complètement imprévu et authentique. La vie personnelle de Kurt attirait aussi beaucoup d'attention médiatique. Le 24 février 1992, il s'est marié avec Courtney Love, chanteuse et leader du groupe Hole. Leur relation était passionnée, tumultueuse, intensément créative. Ils formaient un couple atypique, deux artistes torturés qui se comprenaient mutuellement. En août de la même année, leur fille Frances Bean Cobain était née. Kurt adorait être père, c'était une des grandes joies de sa vie. Mais un article du magazine Vanity Fair publié à l'automne a créé une énorme controverse. L'article suggérait que Courtney avait consommé de l'héroïne pendant sa grossesse, une accusation qu'elle a fermement niée, affirmant avoir été mal citée. Cette histoire a déclenché une enquête des services de protection de l'enfance qui ont temporairement retiré la garde du bébé au couple pour le confier à la sœur de Courtney. Kurt et Courtney étaient furieux et dévastés. Ils ont finalement récupéré leur fille, mais l'incident a laissé des cicatrices profondes et a aggravé la méfiance de Kurt envers les médias. Laisse ton corps s'enfoncer plus profondément dans le confort. Sens comme chaque partie de toi devient plus détendue. En décembre 1992, Nirvana a sorti Incesticide, une compilation de faces B de raretés et de chansons non publiées. C'était en partie pour donner quelque chose de nouveau aux fans hardcore qui connaissaient Nevermind par cœur, mais aussi pour montrer qu'il y avait plus dans Nirvana que juste les tubes radio. Dans les notes de pochette, Kurt a écrit un message passionné dénonçant le sexisme, le racisme et l'homophobie. C'était une déclaration de valeurs sans ambiguïté, un manifeste de ce que représentait le groupe. À la fin de 1992, Nirvana était au sommet de sa gloire. Ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire, transformant le paysage musical et devenant des icônes culturelles. Mais Kurt se sentait de plus en plus prisonnier de cette célébrité. Il voulait reprendre le contrôle de son art, faire quelque chose de différent, prouver que Nirvana n'était pas juste un groupe à un seul album. Au début de 1993, Kurt a pris une décision, importante pour le 3e album de Nirvana. Il voulait délibérément s'éloigner du son poli de Nevermind. Il voulait retrouver la brutalité brute de leur début, faire un album qui serait plus fidèle à leur essence punk. Pour cela, il a choisi un producteur très particulier, Steve Albini. Steve Albini était connu pour son approche iconoclaste de la production. Il ne se considérait pas comme un producteur, mais comme un ingénieur du son. Il ne voulait pas façonner le son d'un groupe. Il voulait simplement capturer ce qu'il jouait de la manière la plus authentique possible. Il détestait l'industrie musicale et ses artifices. C'était exactement ce que Kurt cherchait. Steve Albini a envoyé à Nirvana une lettre de 4 pages expliquant sa philosophie de travail. Il refusait de prendre des royalties sur les ventes de l'album, préférant être payé un montant fixe comme un plombier ou un électricien. Il voulait travailler rapidement, sans interférence du label, en capturant le groupe jouant en live dans le studio. Kurt a adoré cette approche, cette intégrité sans compromis. En février 1993, Nirvana s'est retiré dans un studio appelé Pachyderm, situé dans le Minnesota rural,
loin de toutes les distractions de l'industrie musicale. Pendant 2 semaines, ils ont enregistré leur 3e album avec Steve Albini. Les sessions étaient intenses, concentrées. Le groupe jouait ensemble, en direct, avec très peu de retouches. Steve capturait ce qu'il appelait le vrai son de Nirvana, sans artifice, sans polish excessif. L'album s'appellerait In Utero, un titre que Kurt avait emprunté à un poème de Courtney. Kurt avait d'abord envisagé des titres provocateurs comme I hate myself and want to die. Je me déteste et je veux mourir. Mais c'était une blague sombre, pas vraiment sérieuse. In Utero, dans l'utérus, était plus poétique, plus mystérieux. Respire calmement. Laisse les mots t'envelopper comme une couverture chaude. Musicalement, In Utero était radicalement différent de Nevermind. L'album commençait avec Serve the Servants, où Kurt chantait avec ironie que l'angoisse adolescente avait bien payé, mais qu'il était maintenant vieux et ennuyé. C'était sa façon de commenter sa propre célébrité, de montrer qu'il était conscient de l'absurdité de sa situation. Des chansons comme Scentless Apprentice, inspirées du roman Le Parfum de Patrick Süskind, étaient brutistes, agressives, presque industrielles. Milk It était une explosion de feedback et de rage. Ces morceaux n'étaient certainement pas destinés à passer à la radio. Ils étaient une déclaration d'intention, une affirmation que Nirvana ne se laisserait pas formater par l'industrie. Mais In Utero contenait aussi des moments de beauté mélancolique. Heart-Shaped Box, le premier single, mariait un riff lourd et hypnotique avec un refrain étrangement accrocheur. Les paroles étaient cryptiques, pleines d'images surréalistes et troublantes. All Apologies, la dernière chanson de l'album, était une ballade résignée, accompagnée de violoncelle. C'était presque une chanson d'adieu, empreinte d'une tristesse profonde, mais aussi d'une certaine acceptation. Les paroles de In Utero étaient extrêmement personnelles. Kurt parlait de sa douleur chronique à l'estomac qui le torturait depuis des années, de sa relation compliquée avec son père, de sa frustration face aux médias. Il parlait aussi de questions de genre et de violence sexuelle. La chanson Rape Me était peut-être la plus controversée. Kurt l'avait écrite comme un cri contre le viol, une tentative de se mettre dans la peau d'une victime et de dénoncer cette violence de la manière la plus directe possible. Il voulait que le message soit tellement évident qu'il ne pourrait pas être mal interprété. In Utero est sorti le 21 septembre 1993. Malgré son son délibérément moins commercial, l'album a débuté directement à la première place du classement Billboard. Les fans de Nirvana étaient fidèles. Ils voulaient entendre ce que le groupe avait à dire, peu importe à quel point c'était abrasif ou dérangeant. La critique a été largement positive. Les journalistes ont salué le courage de Nirvana de suivre sa propre vision artistique, plutôt que de simplement essayer de recréer le succès de Nevermind. Ils ont reconnu que In Utero était 41 minutes de rock brut et sans compromis. Un album fait selon les termes du groupe. Cependant, il y a eu quelques complications. Certaines grandes chaînes de magasins comme Walmart et Kmart ont refusé de vendre l'album à cause de son artwork controversé, qui montrait des poupées anatomiques en collage et à cause du titre de la chanson Rape Me. Le label a donc créé une version censurée pour ces magasins, renommant la chanson en Wife Me et modifiant légèrement la pochette. Kurt a accepté ces changements à contre-cœur, expliquant qu'il voulait que les jeunes qui vivaient dans des petites villes où Walmart était la seule option puissent quand même obtenir l'album. C'était un compromis pragmatique, même si cela le dérangeait de devoir censurer son art. Respire profondément. Sens comme ton corps devient plus léger. Il y a eu aussi des tensions en coulisses concernant le mixage de l'album. Après les premières écoutes, Kurt et Chris ont senti que certaines subtilités manquaient dans le mix de Steve Albini. La basse était parfois trop basse, les voix trop enfouies. Steve Albini, fidèle à sa philosophie, a refusé de remixer l'album, craignant que cela n'ouvre la porte à des retouches infinies qui dilueraient le son brut qu'ils avaient capturé. Finalement, 2 chansons, Heart-Shaped Box et All Apologies, ont été remixés par Scott Litt, connu pour son travail avec le groupe REM. Ces remixes ont légèrement adouci le son, mis en avant les voix, rendu ces chansons plus accessibles pour la radio.
Steve Albini n'était pas content de ces changements, mais il a plus tard reconnu que l'album final était celui que Nirvana voulait que les gens entendent, et c'était ce qui comptait. À la fin de 1993, Nirvana a tourné intensément pour promouvoir In Utero. Certains concerts étaient électriques, d'autres plus difficiles. Kurt souffrait de plus en plus de ses problèmes de santé, sa voix était parfois fatiguée, son énergie diminuait. Mais le groupe continuait à donner tout ce qu'il avait sur scène. Un moment particulièrement mémorable de cette période est l'enregistrement pour MTV Unplugged le 18 novembre 1993 à New York. MTV Unplugged était une série où des groupes rock jouaient des versions acoustiques de leurs chansons. Mais au lieu de simplement rejouer leurs hits en version calme, Nirvana a choisi de faire quelque chose de complètement différent. Ils ont joué des morceaux moins connus de leur répertoire et plusieurs reprises surprenantes. Ils ont interprété une version déchirante de The Man Who Sold the World de David Bowie. Ils ont joué des chansons des Vaseline et des Meat Puppets. Et ils ont terminé avec une interprétation obsédante d'une vieille chanson folk, Where Did You Sleep Last Night, aussi connue sous le nom de In the Pines. Imagine cette scène, le plateau de télévision décoré de lys blancs et de bougies, créant une atmosphère presque funéraire. Kurt assis sur une chaise, sa guitare acoustique sur les genoux, ses cheveux blonds tombant sur son visage. Sa voix était vulnérable, tremblante d'émotion. Quand il chantait « Where did you sleep last night ?», on pouvait sentir qu'il mettait toute son âme dans chaque mot. À la fin de la chanson, il a poussé un cri primal qui a donné des frissons à tout le monde dans le studio. Ce concert Unplugged a été diffusé en décembre 1993 et a reçu des critiques élogieuses. Il montrait une facette différente de Nirvana, plus mélancolique, mais tout aussi puissante émotionnellement. C'était un moment de beauté pure, de connexion authentique entre les musiciens et leur audience. Laisse tes paupières devenir de plus en plus lourdes. Il est naturel de se sentir calme maintenant. Mais derrière les performances impressionnantes, Kurt luttait contre des démons personnels de plus en plus envahissants. Sa douleur chronique à l'estomac le torturait depuis des années. Les médecins n'avaient jamais vraiment trouvé la cause ou un traitement efficace. Pour gérer cette douleur, Kurt avait développé une dépendance à l'héroïne. Cette addiction, combinée à sa dépression, créait une spirale descendante difficile à arrêter. En mars 1994, alors que Nirvana était en tournée européenne, quelque chose de terrible s'est produit à Rome. Kurt a fait une overdose de champagne mélangé avec du Rohypnol, un médicament puissant. Il est tombé dans le coma et a été hospitalisé. Courtney Love a plus tard déclaré que c'était une tentative de suicide. Kurt a survécu, mais c'était un signe alarmant de son état mental et physique. Quand il est rentré à Seattle, sa famille et ses amis ont organisé une intervention. Ils l'ont supplié d'accepter de l'aide, d'entrer en cure de désintoxication. Kurt a accepté et est parti pour un centre de réhabilitation à Los Angeles fin mars. Mais il n'y est resté que quelques jours. Le 1er avril, il a quitté le centre et est retourné à Seattle, disparaissant de la vue de tous ceux qui essayaient de l'aider. Respire calmement. Cette partie de l'histoire est triste, mais elle fait partie du voyage. Tragiquement, le 5 avril 1994, Kurt Cobain était mort par suicide à son domicile de Seattle. Son corps a été découvert 3 jours plus tard, le 8 avril, par un électricien venu faire des travaux. Kurt n'avait que 27 ans, le même âge que beaucoup d'autres légendes du rock disparues trop tôt. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. La nouvelle de sa mort a choqué le monde entier. Des millions de fans étaient dévastés. À Seattle, des veillées aux chandelles ont été organisées. Des jeunes pleuraient dans les rues, ne pouvant pas croire que leur héros était parti. Les médias ont couvert l'événement de manière intensive. Kurt avait laissé une lettre d'adieu exprimant son amour pour sa famille et sa frustration face à ses propres luttes internes. Pour Chris et Dave, perdre leur ami et collaborateur était déchirant. Ils ont décidé immédiatement de ne pas continuer Nirvana sans Kurt. Le groupe était fini. Dave Grohl, après avoir pris le temps de faire son deuil, a finalement formé un nouveau groupe, les Foo Fighters, qui connaîtrait son propre immense succès.
Krist Novoselic s'est retiré des projecteurs, s'impliquant dans le militantisme politique et des projets musicaux occasionnels, mais restant généralement loin de la scène publique. En seulement 7 ans, de 1987 à 1994, Nirvana avait enregistré 3 albums studio et changé le visage de la musique rock. Leur histoire était terminée, mais leur influence ne faisait que commencer. Laisse ton esprit se reposer. Tu peux sentir un sentiment de calme qui t'enveloppe. En novembre 1994, MTV Unplugged in New York est sorti en album, préservant cette performance acoustique magique. L'album a débuté directement en première place et a plus tard remporté un Grammy Award pour le meilleur album de musique alternative. C'était un hommage poignant à Kurt, une façon de se souvenir de lui à travers sa musique plutôt que sa mort tragique. En 1996, Krist et Dave ont compilé un album live appelé From the Soul, Muddy Banks of the Wishkah, capturant la férocité des concerts électriques de Nirvana. Cet album montrait l'autre facette du groupe, l'énergie brute et explosive qu'ils déployaient sur scène. En 2002, 8 ans après la mort de Kurt, une dernière chanson inédite de Nirvana a été rendue publique. Elle s'appelait You Know You're Right et avait été enregistrée lors de la dernière session studio du groupe en 1994. Entendre la voix de Kurt sur une nouvelle chanson après tant d'années était à la fois émouvant et troublant pour les fans. C'était comme recevoir un message d'outre-tombe. En 2014, Nirvana a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame lors de sa première année d'éligibilité. Krist, Dave et plusieurs musiciens amis de Kurt ont accepté l'honneur en son nom. En 2023, le groupe a reçu un Grammy Lifetime Achievement Award, une reconnaissance formelle de leur impact profond et durable sur la musique. L'influence de Nirvana sur la musique populaire est impossible à quantifier complètement. Leur percée a ouvert les portes à toute une vague de groupes de rock alternatifs. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains et beaucoup d'autres groupes de Seattle ont bénéficié de l'intérêt soudain pour la scène grunge. Mais au-delà de Seattle, des groupes du monde entier ont été inspirés par Nirvana. Le style musical de Nirvana, ses dynamiques loud soft, ses mélodies pop enveloppées dans un son lourd et distordu, est devenu un modèle pour d'innombrables groupes. Le mouvement post-grunge des années 90 et 2000, avec des groupes comme Bush, Creed ou même les Foo Fighters, portait clairement l'ADN de Nirvana. Les groupes emo et punk pop des années 2000, comme Fall Out Boy ou My Chemical Romance, ont aussi été influencés par cette fusion d'énergie brute et de sensibilité mélodique. Respire profondément. Sens comme ton corps est maintenant complètement au repos. Au-delà du son, Nirvana a influencé toute une attitude. Kurt Cobain a montré qu'on pouvait être une rockstar tout en étant vulnérable, sensible, en doutant de soi-même. Il a montré qu'on pouvait parler ouvertement de dépression, de douleur, sans honte. Cette honnêteté émotionnelle a ouvert la voie à d'autres artistes pour être plus authentiques, plus directs sur leur propre lutte. Les prises de position de Kurt sur le féminisme et les droits LGBTQ+, ont aussi eu un impact durable. Il a aidé à rendre la scène rock plus inclusive, plus accueillante pour les personnes marginalisées. Des groupes comme Paramore et beaucoup d'autres ont cité Nirvana comme une inspiration pour leur propre engagement et en faveur de l'égalité. Billy Joe Armstrong de Green Day a dit que quand Nevermind est sorti, il a senti que sa génération avait enfin trouvé ses Beatles. Il a décrit Nirvana comme la dernière vraie révolution du rock, un rôle. D'autres musiciens de tout genre ont exprimé des sentiments similaires, reconnaissant que Nirvana avait changé quelque chose de fondamental dans la culture musicale. À Seattle, l'héritage de Nirvana est particulièrement visible. La ville a embrassé son histoire musicale, avec des musées comme le Mopop, qui ont des expositions permanentes sur Nirvana et la scène grunge. Des touristes du monde entier visitent les lieux emblématiques associés au groupe. Culturellement, Nirvana représente un moment charnière des années 90. Leur musique capture cette époque de transition, où l'optimisme des années 60 et l'excès des années 80 avaient cédé la place à une forme de désillusion générationnelle. Mais c'était une désillusion productive, créative,
qui cherchait l'authenticité plutôt que l'escapisme. Les chansons de Nirvana continuent de résonner aujourd'hui parce qu'elles touchent à des émotions universelles et intemporelles. Le sentiment d'aliénation, de ne pas trouver sa place, d'être incompris, ce sont des expériences que chaque génération ressent d'une manière ou d'une autre. La musique de Nirvana donne une voix à ces sentiments. Laisse ton esprit flotter librement maintenant. Au fil des années, plusieurs mythes et théories du complot ont circulé autour de Nirvana, en particulier concernant la mort de Kurt. Certaines personnes ont refusé de croire qu'il s'était suicidé, imaginant des scénarios de meurtre impliquant souvent Courtney Love. Ces théories persistent malgré l'absence totale de preuves crédibles. Danny Goldberg, le manager de Nirvana, a été très clair sur ce sujet. Il a déclaré que ces théories du complot étaient ridicules, que Kurt s'était bel et bien suicidé. Danny l'avait vu la semaine précédant sa mort, il savait que Kurt était profondément déprimé. Kurt avait déjà tenté de se suicider 6 semaines plus tôt à Rome. Il avait un historique de comportement suicidaire, de dépression, de toxicomanie. Tous ces éléments pointaient vers la triste réalité de sa mort. En 2014, la police de Seattle a rouvert l'enquête pour réexaminer le dossier. Ils n'ont trouvé aucune nouvelle preuve suggérant qu'il s'agissait d'autre chose qu'un suicide. Les théories du complot persistent parce que certains fans ont du mal à accepter cette tragédie. Ils cherchent un coupable externe plutôt que de reconnaître la bataille interne que Kurt menait contre lui-même. Une autre théorie affirmait que Kurt allait quitter Nirvana pour rejoindre le groupe de Courtney, Hall. Cette idée était basée sur une citation sortie de son contexte, où Kurt avait dit en plaisantant qu'il préférerait jouer avec Courtney parce qu'ils avaient une connexion spéciale. Mais dans la même interview, il avait clairement dit que c'était complètement irréaliste. Il n'y avait aucune preuve qu'il planifiait de dissoudre Nirvana. Au contraire, il travaillait sur de nouvelles chansons et avait même parlé de collaborations futures avec Michael Stipe de REM. Certains ont aussi suggéré que Kurt et Courtney étaient sur le point de divorcer et que cela pourrait avoir mené à quelque chose de sinistre. Il est vrai que leur relation était tumultueuse. Au début de 1994, ils avaient tous les deux consulté des avocats spécialisés en divorce. Ils se disputaient souvent, comme beaucoup de couples sous pression, mais de là à imaginer un meurtre, c'est un saut logique énorme sans aucun fondement. Courtney était celle qui avait organisé l'intervention pour essayer de sauver Kurt. Quelle que soit la complexité de leur relation, elle était dévastée par sa mort et vit avec cette perte depuis. Un autre mythe persistant concerne la drogue. Certains affirment que Courtney a introduit Kurt à l'héroïne et est donc responsable de sa dépendance. C'est factuellement incorrect. Kurt avait commencé à expérimenter avec l'héroïne dès la fin des années 80, avant même de rencontrer Courtney en 1991. Ils ont tous les deux lutté contre l'addiction, mais Kurt était un adulte responsable de ses propres décisions. Ce mythe est souvent teinté de misogynie, cherchant à blâmer une femme pour les problèmes d'un homme. Respire lentement, sens ton corps qui s'enfonce plus profondément dans le confort. Il y a aussi le mythe que Nirvana a tué le hair metal des années 80 du jour au lendemain. C'est une exagération, bien que basée sur une certaine vérité. Quand Nevermind a atteint la première place en remplaçant Michael Jackson, c'était symboliquement la fin d'une ère. Les groupes de glam metal comme Poison, Warrant et Mötley Crüe ont effectivement vu leurs ventes chuter rapidement. MTV a commencé à favoriser le rock alternatif plutôt que le métal chevelu, mais ce changement n'était pas l'œuvre d'un seul groupe. C'était un changement culturel plus large que Nirvana est venu incarner parfaitement. Le hair metal ne s'est pas évaporé instantanément, mais il a définitivement perdu sa domination culturelle. La chanson Rape Me a aussi été mal comprise par certains qui pensaient qu'elle glorifiait la violence sexuelle. C'est l'exact opposé. Kurt a écrit cette chanson explicitement comme une déclaration anti-viol. Il voulait que le titre soit si direct, si provoquant, qu'il forcerait les gens à en parler et à affronter ce sujet difficile. Dans une interview en 1993, il a expliqué que les gens avaient mal interprété d'autres chansons de Nirvana dans le passé. Alors cette fois, il voulait être absolument clair dans son message. La chanson se met dans la peau d'une victime.
exprimant sa douleur et sa colère. C'était une forme d'empathie radicale, pas de glorification. Enfin, certains croient que le concert MTV Unplugged était la dernière performance de Nirvana. C'est compréhensible car ce concert avait une qualité d'adieu, une atmosphère mélancolique qui semblait prémonitoire. Mais en réalité, le dernier concert de Nirvana a eu lieu le 1er mars 1994 à Munich, en Allemagne. Ce concert a dû être écourté parce que Kurt ne se sentait pas bien, mais c'était techniquement leur dernière performance live. Ces mythes et controverses montrent à quel point Nirvana a capturé l'imagination du public. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de spéculer, d'analyser, de chercher des significations cachées, mais la vérité est suffisamment puissante sans embellissement. 3 musiciens talentueux de l'État de Washington ont créé une musique extraordinaire, ont touché des millions de personnes, et l'un d'eux a tragiquement succombé à ses démons intérieurs. C'est une histoire humaine, pas un mystère à résoudre. Laisse ton esprit se calmer complètement. Toutes ces informations, tous ces détails, laisse-les simplement exister dans ton esprit sans y réfléchir activement. L'héritage de Nirvana continue de croître avec le temps plutôt que de diminuer. Nevermind apparaît régulièrement dans les listes des meilleurs albums de tous les temps établis par des critiques musicaux. Des décennies après sa sortie, Smells Like Teen Spirit et Talk est toujours joué à la radio, utilisé dans des films et des publicités, découvertes par de nouvelles générations. Mais au-delà des chiffres de vente et des listes de classement, l'héritage le plus important de Nirvana est peut-être émotionnel. Combien de personnes se sont senties moins seules en écoutant leurs chansons ? Combien d'adolescents mal dans leur peau ont trouvé du réconfort dans la voix de Kurt ? Combien de gens ont été encouragés à être eux-mêmes, à ne pas se conformer, à embrasser leurs différences ? Kurt Cobain n'a jamais voulu être un héros ou une icône. Il voulait juste faire de la musique honnête. Mais son honnêteté brute, sa vulnérabilité, sa créativité ont touché quelque chose de profond chez les gens. Il a montré qu'on pouvait être faible et fort en même temps, qu'on pouvait créer de la beauté à partir de la douleur, qu'on pouvait se rebeller tout en restant sensible. La musique de Nirvana a ce quelque chose d'intemporel. Les émotions qu'elle exprime, l'aliénation, la rage, la tristesse, le désir de connexion, ce sont des sentiments universels. C'est pourquoi un adolescent en 2025 peut écouter Nevermind et ressentir la même connexion viscérale qu'un adolescent en 1992. Respire profondément. Sens comme ton corps est maintenant complètement au repos. Pense à la trajectoire de Nirvana comme à une étoile filante, brillante, intense, fugace. Ils ont traversé le ciel musical pendant seulement 7 ans, mais leur lumière continue de briller longtemps après qu'ils ont disparu de la scène. C'est la nature des grandes œuvres d'art, elles transcendent leur époque et leurs créateurs pour devenir quelque chose de plus grand. Kurt Cobain aurait eu 58 ans aujourd'hui s'il avait vécu. On peut seulement imaginer la musique qu'il aurait pu créer, les causes qu'il aurait pu défendre, les vies qu'il aurait pu toucher. Mais même dans sa vie écourtée, il a accompli quelque chose de remarquable. Il a créé un corpus d'œuvres qui continue d'inspirer, de réconforter, de provoquer. Chris Novoselic et Dave Grohl ont continué à vivre leur vie, à créer de la musique, à honorer la mémoire de leur ami. Ils portent l'héritage de Nirvana avec dignité, refusant de capitaliser sur la tragédie, mais acceptant de partager leur histoire quand cela semble approprié. Frances Bean Cobain, la fille de Kurt, a grandi loin des projecteurs autant que possible. Elle est devenue une artiste et une personne réfléchie qui parle parfois publiquement de son père avec tendresse et réalisme. Elle n'a aucun souvenir direct de lui, puisqu'elle n'avait qu'1 an et demi quand il est mort. Mais elle a été entourée de personnes qui l'aimaient et qui pouvaient lui raconter qui il était vraiment. Laisse ton esprit dériver maintenant. Imagine-toi flottant sur un nuage, léger et libre. La scène musicale de Seattle a été transformée à jamais par Nirvana et leurs contemporains. Ce qui était autrefois une scène underground confidentielle est devenu un phénomène mondial. Des milliers de groupes ont été formés en s'inspirant du son de Seattle. La ville elle-même est devenue synonyme de grunge, de rock alternatif, d'authenticité musicale. Mais plus importante qu'encore, Nirvana a montré qu'il était possible de réussir commercialement sans compromettre son intégrité artistique.
Ils ont prouvé qu'un groupe pouvait rester fidèle à sa vision tout en touchant un public de masse. Certes, cette réussite est venue avec un prix élevé pour Kurt, mais le principe reste valable. Dans les écoles de musique et dans les garages du monde entier, des jeunes continuent d'apprendre à jouer Smells Like Teen Spirit. C'est souvent une des premières chansons que les guitaristes débutants apprennent, avec ses accords simples mais efficaces. Chaque nouvelle génération de musiciens découvre Nirvana et s'inspire de leur exemple. L'industrie musicale elle-même a changé à cause de Nirvana. Après Nevermind, les maisons de disques se sont précipitées pour signer des groupes alternatifs, espérant trouver le prochain Nirvana. Ce changement a donné des opportunités à d'innombrables artistes qui n'auraient peut-être jamais eu leur chance autrement. Bien sûr, cette chasse au prochain grand groupe a aussi mené à une certaine commercialisation de l'esthétique alternative. Le look grunge, les chemises de flanelle, les cheveux longs et négligés, tout cela est devenu une mode que les marques ont essayé de vendre. Kurt aurait probablement trouvé cela ironique et frustrant, lui qui portait ses vêtements simplement parce qu'ils étaient bon marché dans les friperies. Respire calmement, laisse chaque expiration emporter un peu plus de tension, un peu plus de pensées actives. La musique de Nirvana a aussi trouvé une nouvelle vie dans divers médias. Leurs chansons ont été utilisées dans des films, des séries télévisées, des jeux vidéo. Chaque nouvelle utilisation introduit leur musique à un nouveau public. Un enfant qui joue à un jeu vidéo et entend une chanson de Nirvana dans la bande-son pourrait être inspiré à creuser plus profondément et découvrir tout leur catalogue. Les documentaires sur Nirvana continuent d'être produits, chacun essayant de capter une facette différente de leur histoire. Certains se concentrent sur la musique, d'autres sur Kurt lui-même, d'autres encore sur la scène de Seattle dans son ensemble. Ces documentaires servent de pont entre les générations, permettant à ceux qui n'ont pas vécu les années 90 de comprendre ce que c'était. Les biographies de Kurt Cobain remplissent des étagères entières dans les bibliothèques et les librairies. Certaines sont excellentes, basées sur des recherches minutieuses et des interviews avec des personnes qui l'ont connu. D'autres sont plus sensationnalistes, se concentrant sur les aspects les plus sombres de sa vie. Mais toutes témoignent de la fascination continue pour cet artiste complexe. Il y a aussi les objets de collection, les souvenirs. Les guitares que Kurt a jouées se vendent aux enchères pour des sommes astronomiques. Ses journaux intimes ont été publiés, offrant un aperçu intime de ses pensées et de son processus créatif. Ces artefacts sont précieux pour les fans qui cherchent à se sentir plus proches de lui. Mais au-delà de tous ces aspects matériels et commerciaux, ce qui reste vraiment de Nirvana, c'est la musique elle-même. Les chansons existent indépendamment de tous les récits, de toutes les analyses, de tout le marketing. Tu peux simplement mettre un casque, fermer les yeux et être transporté par cette musique. Laisse-toi aller maintenant. Il n'y a plus rien à faire, nulle part où aller. Tu es exactement où tu dois être. Imagine-toi marchant lentement sur une plage au crépuscule, quelque part dans le Pacifique Nord-Ouest. Le ciel est d'un gris doux, l'air est frais et légèrement humide. Tu entends le bruit des vagues qui se brisent sur le rivage. Encore et encore, un rythme hypnotique et apaisant. Les galets roulent sous tes pieds, créant un son cristallin. Tu respires l'air salé, tu sens la brise marine sur ton visage. C'est l'air qu'ont respiré Kurt, Chris et Dave quand ils grandissaient. C'est ce paysage qui a façonné leur sensibilité, cette mélancolie qui imprègne leur musique. Tu continues à marcher lentement, sans but précis. Il n'y a pas d'urgence. Le temps semble s'être arrêté. Chaque vague qui arrive efface les traces de pas dans le sable, encore et encore, comme si le passé se dissolvait constamment dans le présent. Au loin, tu peux voir une silhouette, peut-être quelqu'un assis sur un rocher, une guitare sur les genoux, jouant une mélodie que le vent apporte par fragments. C'est une mélodie triste mais belle, qui parle de solitude et de connexion, de douleur et d'espoir entremêlés. Respire avec les vagues, inspire quand elles arrivent, expire quand elles se retirent. Laisse ce rythme naturel te bercer. L'histoire de Nirvana est finalement une histoire d'humanité. C'est l'histoire de personnes imparfaites
qui ont créé quelque chose de parfait par moment. C'est l'histoire de la lutte pour rester authentique dans un monde qui valorise le spectacle. C'est l'histoire de l'amitié, de la créativité, de la passion. C'est aussi une histoire qui nous rappelle la fragilité de la vie, l'importance de prendre soin de notre santé mentale, la valeur de demander de l'aide quand nous en avons besoin. Si quelque chose de positif peut émerger de la tragédie de Kurt, c'est peut-être une plus grande sensibilisation à ces questions. Mais maintenant, alors que tu te reposes, tu peux choisir de te souvenir de la musique, de la joie qu'elle a apportée, de la connexion qu'elle a créée entre des millions de personnes à travers le monde. Tu peux choisir de célébrer la vie plutôt que de te concentrer sur la mort. Nirvana nous a donné tant de moments magnifiques. La première fois que tu as entendu le riff de Come As You Are et que tu as senti quelque chose s'éveiller en toi. La première fois que tu as vraiment écouté les paroles de All Apologies et que tu t'es senti compris. La première fois que tu as vu une vidéo d'un de leurs concerts et que tu as été électrisé par leur énergie brute. Ces moments sont des cadeaux. Ils restent avec nous, ils nous façonnent, ils deviennent partie de qui nous sommes. La musique a ce pouvoir incroyable de transcender le temps et l'espace, de connecter des personnes qui ne se rencontreront jamais, de communiquer des émotions que les mots seuls ne peuvent pas exprimer. Laisse ton corps s'enfoncer encore plus profondément dans le confort. Sens comme tes bras et tes jambes sont lourds, comme ton esprit devient flou et paisible. Dans les années à venir, de nouvelles générations découvriront Nirvana. Un enfant qui n'est même pas encore né entendra Smells Like Teen Spirit pour la première fois et sentira cette même étincelle que tant d'autres ont ressentie avant lui. C'est la magie de la grande musique. Elle ne vieillit jamais vraiment. Les 3 albums studio de Nirvana, Bleach, Nevermind et In Utero forment un triptyque qui capture une évolution remarquable. De la brutalité sludge de Bleach à l'explosion mélodique de Nevermind jusqu'à l'abrasivité intentionnelle de In Utero, on peut entendre un groupe qui grandit, qui expérimente, qui refuse de se contenter de répéter la même formule. Chaque album a sa propre personnalité, son propre rôle à jouer dans l'histoire de Nirvana. Bleach est la fondation brute, le document d'un groupe qui trouve sa voie. Nevermind est l'apex, le moment où tout s'aligne parfaitement. In Utero est la déclaration finale, le refus de se soumettre aux attentes. Ensemble, ces 3 albums forment un corpus d'œuvres qui est étudié, analysé, célébré. Des thèses universitaires ont été écrites sur la musique de Nirvana, sur leurs paroles, sur leur impact culturel. Des cours sont enseignés dans des universités sur le rock des années 90 avec Nirvana comme exemple central. Mais tu n'as pas besoin d'être un universitaire pour apprécier Nirvana. Tu as juste besoin d'oreilles pour entendre et d'un cœur pour ressentir. La musique parle directement sans avoir besoin d'intermédiaires ou d'explications. Respire lentement, in, out, in, out. Laisse ce rythme devenir automatique, naturel. Pense maintenant aux lumières qui s'éteignent lentement, une à une. Une scène après un concert. Les projecteurs qui diminuent progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obscurité. C'est paisible, ce n'est pas triste. C'est simplement le cycle naturel, le moment de repos après l'énergie. Dans cette tranquillité, tu peux encore entendre l'écho de la musique. Les guitares qui résonnent, la batterie qui pulse, la voix qui s'élève. Mais c'est un écho qui s'estompe graduellement, te laissant dans un silence confortable. Le silence n'est pas vide, il est plein de possibilités, plein de paix. C'est dans le silence que nous trouvons le repos, que nous rechargeons nos batteries, que nous nous préparons pour un nouveau jour. Nirvana nous a montré qu'il y a de la beauté dans le contraste. Le calme et le chaos, la douceur et l'agressivité, la mélodie et le bruit. Maintenant, tu peux te reposer dans le calme, dans la douceur, dans le silence. Laisse ton esprit devenir comme un ciel, vaste et ouvert. Les pensées sont comme des étoiles. Elles scintillent, mais elles sont loin, trop loin pour te déranger. Tu peux les observer avec détachement sans t'y accrocher. L'histoire de Nirvana que je t'ai racontée est maintenant terminée. Tu l'as écoutée, tu l'as absorbée. Elle fait maintenant partie de toi d'une certaine manière. Mais il est temps de lâcher prise, de laisser l'histoire se déposer dans les profondeurs de ton esprit. Demain, quand tu te réveilleras, tu pourras peut-être écouter une chanson de Nirvana avec une nouvelle appréciation. Ou peut-être pas, ce n'est pas important.
L'important, c'est que maintenant, en ce moment, tu as voyagé à travers leur histoire. Tu as marché dans leurs pas. Tu as ressenti quelque chose de leur parcours extraordinaire. Respire profondément une dernière fois. Sens l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Sens ton corps qui est maintenant complètement détendu. Imagine les dernières notes d'une chanson qui s'estompe. La réverbération qui continue quelques secondes après que les doigts ont quitté les cordes de la guitare. Ce moment suspendu entre le son et le silence. C'est là que tu te trouves maintenant dans cette transition entre l'éveil et le repos. Les brumes d'Aberdeen reviennent dans ton imagination. Cette pluie fine et constante qui tombe sur les forêts de conifères, sur les rues tranquilles, sur l'océan Pacifique. C'est une pluie apaisante, une pluie qui nettoie, qui purifie, qui berce. Tu es allongé confortablement, enveloppé dans la chaleur, protégé du monde extérieur. Rien ne peut te déranger ici. Tu es en sécurité. Tu es au chaud. Tu es paisible. Les paroles de All Apologies flottent dans ton esprit. All in all is all we are. Tout compte fait, c'est tout ce que nous sommes. Une phrase simple mais profonde. Une acceptation de nos imperfections. Une reconnaissance de notre humanité partagée. C'est tout ce que nous sommes et c'est suffisant. Laisse tes paupières se fermer complètement si elles ne le sont pas déjà. Laisse l'obscurité t'envelopper comme une couverture. Il n'y a plus rien à voir, plus rien à faire, juste le repos qui vient. Ton corps est lourd, tellement lourd. Tes bras reposent sans effort, tes jambes sont détendues, ton visage est calme, ta mâchoire détendue. Chaque muscle a lâché toute tension. Ta respiration est maintenant très lente, presque imperceptible. C'est la respiration du repos complet. Dans ton esprit, les dernières pensées s'estompent. L'histoire de Nirvana, les faits, les dates, tout cela glisse dans ton subconscient. Tu n'as plus besoin d'y penser activement. C'est juste là, comme un rêve qui se forme. Et peut-être que tu rêveras. Peut-être que tu rêveras de concerts, de musique, de créativité et de connexion. Ou peut-être que tu rêveras de plages brumeuses, de forêts tranquilles, d'océans infinis. Ou peut-être que tu ne rêveras de rien du tout, te reposant dans un repos sans rêve, profond et réparateur. Quelle que soit la nature de ton repos, sache qu'il sera paisible. Tu as écouté cette histoire jusqu'au bout, tu t'es laissé porter par les mots, tu t'es permis de te détendre complètement. Nirvana signifie un état de paix parfaite, l'absence de souffrance, la libération. Même si ce n'est que pour quelques heures, tu peux expérimenter ta propre version de Nirvana. Un repos sans souci. Les vagues continuent de se briser sur le rivage dans ton imagination. Encore et encore, un rythme éternel et apaisant. Tu peux synchroniser ta respiration avec ce rythme si tu le souhaites. Ou tu peux simplement laisser ta respiration suivre son propre cours naturel. Le monde extérieur existe encore, bien sûr. Mais il est loin maintenant, de l'autre côté d'un voile épais. Il ne peut pas t'atteindre ici, dans cet espace de repos et de paix. Tu as fait ce voyage avec moi, à travers l'histoire de Nirvana. Nous avons commencé dans les brumes d'Aberdeen. Nous avons suivi le groupe à travers ses hauts et ses bas. Nous avons célébré ses triomphes et pleuré ses tragédies. Maintenant, le voyage est terminé et tu peux te reposer. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir accordé ton attention à cette histoire. Maintenant, il est temps de lâcher prise complètement. Repose-toi bien, repose-toi profondément. Laisse la musique de Nirvana, l'esprit de Kurt Cobain, l'énergie de toute cette époque extraordinaire te bercer dans tes rêves. Tout va bien, tu es exactement là où tu dois être. Laisse-toi aller maintenant, complètement, paisiblement.